De Salt Lake City à Sochi, en passant par Athènes, Vancouver ou Pékin, il est de ces athlètes monégasques à avoir participé à des Olympiades d'été et d'hiver, des expériences qu'il nous partage aujourd'hui. Sébastien Gattuso est l'invité du match dans le match. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. C'est un plaisir de passer ce moment avec vous parce qu'il y a une carrière incroyable à évoquer et en cette période olympique, ça tombe très bien. Là, j'ai fait une ligne du CV, mais quand on le regarde, son CV, on se dit quoi ? Ben, c'est 20 ans. Ouais. C'est 20 ans de dur labeur, c'est 20 ans d'expérience, c'est 20 ans de travail, d'acharnement, d'envie, de prise de décision parfois. Et puis se faire plaisir surtout parce que c'est la base. Avec le recul, quand vous regardez votre carrière, vous vous dites quoi ? Que ça valait le coup, ces 20 ans, parfois de sacrifices, de beaucoup de travail, vous venez de le dire ? Bien sûr, ça valait le coup parce que c'était une passion. Donc les gens, je pense, qui vivent de passion et d'envie. Et moi, je suis toujours passionné de sport. Le sport rythme ma vie, on va dire, même maintenant. Même à mon âge, je m'entraîne toujours, je me fais plaisir. À mon niveau, bien sûr, hein, Ouais. à 53 ans maintenant. Et je pense que ça valait vraiment le coup parce que j'ai vécu des expériences exceptionnelles. Et on va vite le découvrir, pour ceux qui vont découvrir en tout cas votre personnalité, votre parcours, votre carrière, parce qu'il s'est passé, je le disais, beaucoup de choses. Les débuts au niveau professionnel, c'est 1993 ? Alors j'ai commencé le bob effectivement, donc j'ai fait les sélections en 1993, je sais que j'ai été sélectionné pour faire partie de l'équipe de bob. Là, donc on démarre On démarre avec la le saison bobsleigh. 94-95 en fait Okay. à la fin. Donc c'est mes premières Coupes du Monde, mes premières compétitions au niveau international, donc voir ce que c'est, comprendre, parce que le bob, faut comprendre que c'est un sport d'expérience, où qui a beaucoup de respect, parce que c'est un sport d'hiver, qui est dangereux. Voilà, donc c'est un de mes coéquipiers qui a été un de mes pilotes, Patrice Servel, où c'est qu'on a fait quelques belles performances ensemble, c'est-à-dire on a fait, sur cette photo-là, je crois qu'on est 4e au championnat du monde en 2004 à Koenigsee, donc ça a été pour moi ma plus belle performance. Donc de très beaux souvenirs. On me confirme dans l'oreillette que vous connaissez le CV, les événements, les photos par cœur, parce que c'est bien cet événement. Voilà, je pense donc que la mémoire est parfaite aussi. Je pense que j'ai encore un peu de mémoire à mon âge. Mais je crois que c'est cette... parce que je reconnais aussi le bob. Parce que le bob, ça dépend des années. Enfin voilà, parce que le bobsleigh aussi, on parle de matériel, comme la F1. Voilà, c'est très important. Et ça demande une précision incroyable. Ah, le pilotage, c'est incroyable. Même la poussée au départ... Vous étiez pousseur. Oui, mais même la poussée au départ, c'est au millimètre. C'est-à-dire que vos positionnements de genoux, les mains, la technique est très importante. C'est un peu comme le 100 mètres aussi, pareil. Lorsque vous voyez partir, par exemple, Usain Bolt sur 100 mètres, il se met dans les starts, il sort. Mais non, pas du tout. C'est un travail acharné, c'est un travail minutieux. L'élévation des jambes, tout ce qu'il peut y avoir, ça a été travaillé pendant des semaines, des mois, des années. Ça, c'est Salt Lake City, mes premiers Jeux Olympiques, avec encore Patrice Servel, où c'est qu'on a eu la chance de pousser le prince souverain. On va y revenir, bien sûr. En 2002, qui était vraiment pour moi mes plus beaux Jeux, où c'est que je suis rentré dans ce stade olympique émerveillé de voir cette connotation olympique, on va dire. On va y revenir bien sûr à ces JO parce qu'on est en plein dedans. Effectivement, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, qui n'a pas été forcément un équipier comme les autres, on y reviendra dans un instant, c'est normal. Mais d'abord, on aimerait comprendre aussi pourquoi le bob. Parce que quand on est né à Menton, oui. Si je dis pas de bêtises, qu'on représente Monaco... J'explique pourquoi je suis né à Menton, parce qu'en fait, c'est une petite anecdote, c'est que pour pas ça beaucoup que de gens le vous savent. l'expliquer. En fait, je suis né chez la même sage-femme que ma maman. Je suis pas né à l'hôpital. Et donc, ma maman était la première née dans cette clinique, on va dire. Et moi, j'étais le dernier. C'est incroyable. Et donc, on habitait déjà à Monaco, mais ma maman voulait que je naisse là-bas. Donc après, quelques jours après, je suis arrivé sur Monaco. Alors, comment on en vient au bobsleigh ? Et comment on s'entraîne, surtout quand on est sur la Côte d'Azur, quand on est en principauté, on va s'entraîner où ? On travaille comment au quotidien ? Alors, c'est très simple. Mais les aventures au bobsleigh, en fait, à l'époque, on mettait des annonces sur Monaco Matin, le Nice Matin, ça s'appelait. Il n'y avait pas Monaco Matin, c'était la globalité, pas encore. Donc, je vois une annonce où moi, je faisais un peu de football, je courais vite. Je savais que j'avais quelques qualités physiques parce qu'à l'école, on m'avait dit que je courais vite, ça se passait bien. Donc. Puis, je vois ça, donc j'ai dit, tiens, allez, on va tester. Et fatalité, sur une centaine de personnes, c'est qu'il y avait beaucoup de monde, je termine premier. Donc, la fédération donc, me dit que c'est pas mal, me recontacte, me dit, écoutez, vous êtes pris, donc on va vous recontacter. Et puis l'aventure est partie de là, en fait. Tout simplement. Avec des sélections qui étaient sur le Nice Matin, on est arrivé, on a fait quelques groupes.
où c'est que c'était donc les membres déjà de l'équipe de bobsleigh de l'époque faisaient tourner en fait les ateliers, et en faisant tous ces ateliers, fatalité, ça s'avérait que je termine premier, je sais plus, il y avait beaucoup de monde, on va dire. Et Patrice Savel aussi avait fait ses sélections à l'époque, mais lui était vraiment trop léger. Donc on dit écoute, on va peut-être te récupérer pour le skeleton, nous prend un peu de poids et revient nous voir. Donc Patrice a refait des sélections l'année d'après où c'est qu'il courait quand même assez vite. Et il a pris un peu de poids, il s'est étoffé, donc là après il a pu rentrer dans l'équipe de bobsleigh, voilà. Et on construit plus qu'une relation de coéquipier là. Vous savez, en fait, voilà, et en fait, il faut savoir que le bobsleigh, c'est un sport collectif. Je veux dire, un pilote seul ne peut rien faire. Un break seul ne peut rien faire. Je veux dire, même si vous avez le meilleur pilote au monde, mais si vous n'avez pas le matériel adéquat et l'état d'esprit, les coéquipiers qui poussent derrière, vous ne faites rien en bobsleigh. Vous êtes un très bon pilote, mais vous n'allez pas faire de résultats. Il y a beaucoup de pilotes, il faut savoir qu'il y a beaucoup de pilotes qui se sont mis au bobsleigh, mais physiquement, n'avaient pas le niveau pour atteindre un haut niveau, donc ils ont arrêté parce qu'en fait, il y avait trop de lacunes physiques. Donc ça servait à rien, parce que déjà, si vous perdez 3-4 dixièmes au départ, en bas, l'histoire elle est terminée, quoi. Enfin, voilà. Bien sûr. Vous avez évoqué les Jeux de 2002. Oui. C'était Salt Lake City. Salt Lake City. À l'époque, c'est Bob à 4. Bob à 2 et Bob à 4. Et Bob à 4, parce que je voulais y venir avec son Altesse Sérénissime, le Prince Alberto de Monaco. Et quand on parle de relations de coéquipiers, de travail d'équipe, on ne peut pas occulter qu'on a dans ce Bob le prince à nos côtés. Tout à fait. Comment ça se passe? Comment on gère cette relation? Cette relation, déjà, le prince est quelqu'un de, je pense, une personne extraordinaire, parce que c'est lui qui vous met à l'aise de suite en vous disant, écoutez, ici, il n'y a plus de prince. Il n'y a plus de prince. Moi, je suis un coéquipier et un athlète. Donc, le prince s'est entraîné avec nous, a fait tout ce qu'il fallait, comme un athlète. Je veux dire, il n'y a pas de faveur. Il est là, c'est un athlète à part entière. Il s'entraîne, il vient s'entraîner, il vient manger avec nous. Il a sa chambre. C'est un pilote, il descend, il monte, il va voir. C'est une personne dite lambda. Après, lui, le problème, c'est que derrière, il y a des coups de téléphone. Il doit travailler, il devait travailler, tout ça. Donc, je pense qu'il avait plus de choses que nous à faire, que nous, on était tranquilles. Après, une fois, on fait la musculation ou les descentes ou la préparation physique, ce qu'on avait à faire, on était tranquille. Tandis que je pense que le prince, il y avait beaucoup de choses à régler par derrière, le secrétariat qui appelle, l'aide de camp qui est là, tout ce qu'il peut y avoir comme protocole autour pour lui. Voilà. Forcément pas un athlète comme les autres, non. Mais un athlète tout de même. Quelles étaient ses qualités, d'ailleurs, ses principales qualités à l'époque en bobsleigh? Alors, le prince avait beaucoup de qualités, donc une qualité de sprint déjà. Il courait très très bien sur 20-30 mètres, donc de très bonne qualité physique. Et puis, il était très fin en pilotage, le prince. En bob à 4, en fait, il avait, comme on dit, les doigts, les mains. C'était quelqu'un qui pilotait très très bien. Et quand on est dans le bob, il faut faire confiance à 2000% à son pilote. Sinon, vous descendez pas. On est bien d'accord. Vous montez pas dans le bob, vous dites écoutez, moi je monte pas. Allez-y, je vous en bas. Voilà, donc l'histoire est que quand vous descendez en bob à 2 ou en bob à 4 avec le pilote, vous lui faites confiance. Voilà, parce que c'est quand même un sport d'hiver, un sport dangereux, où c'est qu'il peut y avoir des blessures, où c'est qu'il peut y avoir des chutes, malheureusement, ça peut arriver à tout le monde, je veux dire, c'est ce qui nous arrive en compétition malheureusement, mais on a refait la 3e, moi j'étais blessé, j'ai pas pu descendre parce que j'avais un problème de cheville, mais on est redescendu en bobsleigh, la 4e manche, il fallait la faire. C'est ça, savoir prendre sur soi et avancer surtout. Et là on voit la force du caractère du prince surtout, ça c'est très important, de comprendre que le prince est un sportif, et quelqu'un qui a fait beaucoup de sacrifices pour faire 5 Jeux Olympiques, parce que le prince, faut oublier que c'est quelqu'un qui a fait 5 Jeux Olympiques, et je pense que c'est une belle école de vie pour pouvoir maintenant faire ce qu'il fait de nos jours et atteindre l'excellence comme il atteint en ce moment, quoi. Voilà, et vous, de votre côté, vous avez aussi basculé, parce qu'on parle beaucoup des Jeux d'hiver, oui. Et on va venir à ces Jeux de Paris 2024 dans un instant, mais il y a eu le 100 mètres derrière, et là on bascule sur les Jeux d'été. Pourquoi ce virage-là, sans mauvais jeu de mots? En fait, le virage était très, très simple. Lors de nos entraînements l'été, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait un préparateur physique qui s'appelait Monsieur Wertz Georg, en fait, qui voyait sur les tests qu'on faisait physique que je courais assez vite sur 50, 60, les 120, la préparation physique qu'on avait à l'époque. Et donc, il me dit un jour, mais ça serait bien que tu te mettes sur 100 mètres, parce que j'ai l'impression que tu peux courir, tu peux faire quelque chose de correct. Et donc, il m'a dit, allez, cette année, tu vas courir. Donc c'est ce que j'ai fait, puis ça s'est très bien passé, puis avec l'évolution, les entraînements, parce que faut savoir que j'ai commencé tard le 100 mètres, j'ai commencé à 31 ans. Ouais. Donc déjà très tard. Après j'ai eu la chance, reine de l'athlétisme. Voilà, après j'ai eu la chance d'être bien entouré par la fédération qui m'a bien entouré, j'ai pu faire des stages avec monsieur Renaud Longuèvre qui est devenu un ami, qui était à l'époque le groupe de Ladji de Couré.
Donc après aussi, j'ai pu m'entraîner aussi sur 100 mètres en Italie, parce que fatalité à l'époque, ma sœur habitait l'Italie, et j'ai pu m'entraîner avec Stefano Tilly, qui est l'un des meilleurs sprinteurs italiens de tous les temps, qui était ici à Monaco pour le meeting Hercules. On s'est revus, il était commentateur pour la RAI. Vous voyez, en fait, le sport permet de rencontrer beaucoup de monde et d'avoir beaucoup d'amis et de partager. Vous voyez, l'important à la fin, quand vous regardez ces 20 ans, ce qui est important, c'est le partage. Le partage et l'aventure humaine. Parce que j'ai pu rencontrer un prince. Bien sûr. Et puis j'ai pu rencontrer, je sais pas, quelqu'un qui va réparer la piste de bob. Ou à l'époque, à La Plagne, on avait des militaires qui faisaient la piste, la glace. Donc vous voyez, c'est tout ce mélange, cette chose qui est... que l'aventure humaine est exceptionnelle, voilà. Avec beaucoup d'émotions aussi et des performances, parce que vous l'avez dit, avec beaucoup de modestie, mais les JO vous ont permis d'égaliser à l'époque, d'égaler votre record personnel qui était de 10,58 à l'époque, c'est ce que j'avais fait. Et après, je l'ai battu en 2008, où c'est que je me suis vraiment mis dedans. Vous voyez, j'étais tout maigre, là. Je faisais même pas 90 kilos, quoi. J'étais tout maigre, mais je me suis entraîné, et puis j'étais champion de France national, et je termine 7e ou 8e de la finale A au championnat de France. Donc pour moi, qui était une belle performance à 37 ans, bien sûr. Faire ça, pour moi, c'était exceptionnel. Et je me rappelle à l'époque, la finale était à Albi, et ça a été Martial Nbanjok qui avait gagné en 10,06, qui était qualifié pour les Jeux Olympiques. Et moi, j'ai fait 10,68 parce que on avait fait 5 départs, j'avais les mollets, mais je voulais pas me blesser avant les Jeux, donc franchement, j'ai couru, mais pas à 120% de ce que j'aurais pu, parce que je voulais pas me faire mal, surtout. Ouais. Le plus grand coureur de 100 mètres que vous ayez croisé, que ce soit au JO ou sur des... Usain Bolt. Ouais. Moi, je l'ai vu à Monaco s'entraîner, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Moi, je l'ai vu faire des séances de 60, 80, start, exceptionnel. C'est une machine, je pense. C'est un être, moi je pense que c'est un brillant, c'est un diamant, je sais pas. Vous le voyez courir, vous pensez que ça va... Vous en avez vu passer quelques-uns, les Maurice Green, Justin Gatlin. Oui, après vous avez... quelques-uns, mais là c'est vrai qu'on parle d'un extraterrestre. Voilà, c'est quelqu'un, vous savez, c'est quelqu'un qui a fait à 18 ans, il a fait moins de 20 sur 100 mètres. Là, vous mettrez Justin Gatlin, c'est quelqu'un de très intéressant, bon, avec toutes ces histoires autour, mais pour moi, techniquement, c'est Justin Gatlin qui a été le plus juste techniquement sur 100 mètres. Dire, Usain Bolt, c'est le diamant, et lui, techniquement, bon, avec de qualités physiques énormes aussi, mais techniquement, pour moi, c'était la personne qui a été au niveau 100 mètres le mieux. Voilà. Si les écoles d'athlétisme reprennent de ce qu'il fait lui par rapport au départ, par rapport à son engagement, à sa différence de technique qu'il a fait, vous voyez, par exemple, bon, c'est un peu technique ce que je vais vous raconter, mais par exemple, si vous le voyez courir en 2012 et après en 2017, c'est plus la même personne. Dire que maintenant, à la fin de sa carrière, il ne faisait plus que des foulées bondissantes pour perdre le moins de temps au sol, et qu'avant, il montait un peu plus haut les genoux, vous voyez. Bon, c'est des... Oui, mais les performances et les résultats, on les obtient sur des détails. Ça. Et puis, en vieillissant, donc il a perdu un petit peu en vitesse, mais avec sa force et la musculation, il a su maintenir aussi ce travail de force qui permettait d'accélérer, de maintenir aussi. C'était quelqu'un en entraînement qui a été très très intelligent, je pense. On va revenir au JO, oui. Parce que ceux de Paris 2024 se déroulent en ce moment, parce que vous avez été porte-drapeau. Tout à fait. En Grèce. C'est ça. Dans le berceau de l'olympisme. Tout à fait. Racontez-moi ce souvenir, parce que porter le drapeau pour la principauté de Monaco, dans ce cadre-là, on imagine quoi, on pense quoi, on se dit quoi, on arrive à vivre le moment. Déjà, oui, parce que déjà quand on vous l'annonce, donc à la conférence de presse que vous êtes porte-drapeau, déjà c'est une émotion. On vient vous voir, on dit vous êtes le porte-drapeau. Bon, ok. Déjà vous l'encaissez, mais c'est une, vous voyez, c'est ok. En fait, vous vous dites que on vous donne la responsabilité de porter ce drapeau. Vous voyez, donc c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Vous représentez un pays. Et puis derrière, il y avait les copains qui étaient là. Enfin, vous voyez, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'émotions. C'est une fierté. On parle pas d'ego là, on parle de fierté. Vous comprenez ? On parle de. On reconnaît que par exemple, j'ai commencé en 93 à m'entraîner, c'est 2004. Ça fait 11 ans que je m'entraîne. Je suis déjà content de tout ça. Vous comprenez ? C'est une satisfaction. Puis les pairs vous reconnaissent, c'est-à-dire que le comité olympique, le prince Albert, c'est toujours le secrétaire général, Madame Lamberti, donc qui vous disent voilà, on a voté pour toi. C'est une fierté, c'est un plaisir. Et aujourd'hui, quand vous avez regardé, ou pas d'ailleurs, cette cérémonie, j'ai regardé cette cérémonie des Jeux 2024 oui. à Paris, il y a toujours ce petit pincement au cœur. Vous trouvez que c'est réussi, que ces Jeux sont bien partis ? Moi, je pense que c'est très réussi. Puis ils ont été,
Moi, je pense qu'ils ont innové. C'était pas évident d'innover comme ils ont fait. Et puis, ils ont incorporé, vous voyez, Nadal qui a gagné 14 fois Roland Garros. C'est un peu chez lui à Paris. Hein. Bah, c'est chez lui, hein, 14 fois. Je veux dire, vous voyez, ils ont incorporé des athlètes internationaux. Ils ont fait chanter Céline Dion qui revenait de 4 ans, qui ne chantait plus. Lady Gaga, ça a été sympa aussi. Moi, je pense que dans l'ensemble... Après, on peut toujours critiquer, oui. Oui, enfin, bon. bien sûr, bien sûr. Mais moi, je pense que dans l'ensemble, la cérémonie a été un grand succès pour moi. Parmi toutes vos casquettes, vous avez été aussi chef de la délégation monégasque. Oui, chef de mission. De mission, Parce qu'en général, le chef de la délégation, c'est le prince Albert lorsqu'il vient. Chef de mission, je ne voudrais pas avoir de soucis, ce serait dommage. Vous non plus. Chef de mission de la délégation monégasque, pour être tout à fait précis. Là, pour le coup, le côté ex-sportif, comprendre les sportifs, être à leur côté, les accompagner, c'était ça votre rôle? C'était ça mon rôle. En fait, vous vous occupez de tout l'administratif déjà, tout ce qu'il y a à faire, mettre les athlètes dans un cadre, un petit cocon, et surtout leur expliquer les choses, parce que le village olympique, je vais vous expliquer quelque chose. Le village olympique, si vous allez manger, par exemple, à la cafétéria, et si vous êtes à une autre partie du village, vous avez, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure de marche. Mais vous allez prendre le bus parce que c'est 5 minutes. Parce que si vous calculez petit déjeuner, aller-retour, dîner, lunch, aller-retour, dîner, aller-retour, ça fait à chaque fois 30, 1h30 de marche. Et en fait, si vous faites un sport explosif ou un sport où parce qu'il faut garder du jus et de la truc, eh ben, vous allez prendre le bus. Vous voyez, c'est tous des petits détails, en fait, à la fin, qui comptent. Mais l'athlète ne doit pas s'en occuper, lui. Non. Parce qu'il doit rester dans sa bulle, et ça, voilà, faut l'expliquer. Et moi, ce que j'avais fait aussi à l'époque, qu'on avait commencé à organiser, un petit salon de la délégation. C'est-à-dire que, voilà, des coussins, une télé, des jeux, comme ça, ils n'avaient pas besoin d'aller à la cafette. Si vous voulez grignoter quelque chose, il y avait quelque chose toujours, vous voyez, il y avait toujours quelque chose dans notre petite maison, c'est qu'on était, on était avec la délégation. Et c'est toutes des choses qu'il faut expliquer aux athlètes, leur expliquer bien avant, une expérience, une déception, en parler. Ils se sentent pas trop bien, un peu de stress, eh bien, essayer de discuter. Et, alors, parce que c'est très délicat, parce qu'en fait, vous ne devez pas rentrer dans la structure, parce que comme ils ne vous voyaient pas toute l'année, vous êtes quand même un pion externe qui vient les aider, mais quand même être là parce que vous êtes le grand frère, parce que vous connaissez la chose. Donc, c'est quand même très délicat. Il faut être là sans être là. S'ils viennent vous voir, vous en parler, mais d'une manière assez timorée pour que, quand même, donner un conseil, mais pas dire quelque chose, parce qu'après, ça dépend ce qu'ils ont dit les coachs. Peut-être qu'ils ont un préparateur mental, le préparateur technique, enfin tout ça. Donc, il faut arriver très doucement, expliquer et repartir comme si vous n'étiez pas là. C'est ça la délicatesse et la finesse de tout ça. Avant de terminer, parce que ça passe très vite et on aurait pu faire 3 émissions comme ça, je vous le dis, mais vous reviendrez évidemment. Avec plaisir. Monaco, terre d'olympisme, terre de rugby aussi, je sais que ça vous parle. Tout à fait. Terre de sport de façon générale. Et je voudrais faire un petit clin d'œil aussi à Antoine Zegdar. Bien sûr. Quand même qu'un enfant du pays et qui a concouru pour la fédération monégasque. Donc, du coup, la médaille d'or de l'équipe de France de rugby à 7, elle est teintée de rouge et blanc. Allez, on va dire oui. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, mais voilà, tout le monde est très fier d'Antoine. Il a eu pour l'instant une carrière exceptionnelle et j'espère que c'est que le début pour lui parce que c'est un petit méritant et c'est un travailleur surtout. Il n'est pas là par hasard, vraiment. Voilà, le bon résumé, c'est qu'en sport, on prend beaucoup de plaisir, mais on travaille beaucoup aussi, et c'est ce que vous avez fait tout au long de votre carrière. Tout à fait. Qu'on a essayé d'analyser un petit peu là pendant quelques minutes. Merci en tout cas, Sébastien Gattuso, d'avoir passé ce moment avec nous. Vous êtes le bienvenu sur les plateaux de TV Monaco et on va encore passer quelques moments ensemble jusqu'à la fin de ces JO Paris 2024. Merci encore, à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la rédaction des sports de TV Monaco, toute l'équipe technique en régie. Et on se retrouve très vite. À bientôt. Bye bye.